Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui notre deuxième partie du cours intitulée « Le cadre de l'action administrative ». Alors cette deuxième partie du cours, nous ne la finirons pas ensemble ce semestre, vous la finirez plus tard avec la responsabilité administrative. Nous allons surtout nous concentrer sur le principe de l'égalité. Avant cela, je voudrais vous rappeler ce que nous avons fait. Nous avons vu dans une première partie les objectifs de l'action administrative. Quels étaient ces objectifs de l'action administrative? C'était d'abord la police, avec ses objectifs marqués par la puissance publique, et qui est par elle-même un service public. Et puis le service public en général, marqué par la volonté de développer une activité ou des activités d'intérêt général, même si effectivement cela se fait aussi beaucoup par des prérogatives, des procédés de puissance publique. La deuxième partie du cours de ce semestre, que je viens d'intituler auprès de vous, le cadre de l'action administrative, entend par là vous préciser toutes les contraintes qui s'imposent à l'administration lorsqu'elle entend mener une politique pour atteindre ses objectifs. On a des objectifs, police, service public, et pour atteindre ces objectifs, l'administration ne fait pas ce qu'elle veut. On a bien entendu déjà eu des contraintes. Et les contraintes qu'on a vues s'inscrivent dans ce que nous allons voir maintenant. Ces éléments sur le cadre de l'action administrative recoupent deux principales choses. D'une part, le principe de l'égalité, non pas L''égalité, comme nous l'avons vu un peu avant, mais le principe de l'égalité, la légalité en un mot. C'est l'idée que l'administration, au beau être aux mains de l'État, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. L'état de droit, qui est au cœur de ces concepts, c'est l'idée que l'État est soumis au droit. Or, cela a des conséquences importantes en droit administratif, et notamment, ce droit auquel est soumis principalement l'administration, c'est précisément ce droit administratif. D'autre part, dans ce cadre de l'action administrative, il y a aussi les acteurs, dont je vous ai parlé rapidement à plusieurs reprises, les collectivités territoriales, les établissements publics. Il faudrait que nous étendions, je crains que nous n'ayons pas le temps. Et puis, il y a, en troisième titre de cette deuxième partie sur le cadre de l'action administrative, la responsabilité administrative. Mais cette responsabilité est au second semestre et vous la verrez à ce moment. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité administrative? C'est les hypothèses où l'administration cause un dommage à un administré, ou plus largement à quelqu'un, on le verra, ou lorsque l'administration cause un dommage à une autre administration, alors elle sera responsable. On le verra, cette responsabilité d'administration vaut aussi bien en matière contractuelle, responsabilité issue du contrat, qu'en matière délictuelle, et il ne faut pas se fier aux faux amis qui est le délit en droit pénal. Là, la responsabilité délictuelle, c'est la responsabilité fondée sur un fait. Vous en connaissez de nombreuses applications que l'on a déjà vues, l'arrêt Blanco, l'arrêt Commune de Mas-sur-Mer par exemple, et vous le verrez de manière un peu plus poussée au second semestre avec la responsabilité hospitalière, les erreurs médicales, etc., l'amiante, mais aussi avec les dommages de travaux publics, une question un peu particulière. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails, et nous allons surtout nous concentrer sur un titre premier. Titre premier du principe de l'égalité, le principe de l'égalité, l'administration soumise au droit. Titre premier, le principe de l'égalité, l'administration soumise au droit. Alors cette partie sur le principe de l'égalité est une partie à la fois facile par certains aspects et peut-être la plus complexe de tout le cours de droit administratif de deuxième année pour d'autres aspects. La plus facile, c'est lorsqu'il s'agit de reprendre des éléments que vous avez déjà vus en première année, des éléments classiques sur la pyramide des normes. On essaiera ici de ne pas reprendre que le banal et d'aller un petit peu plus loin sur des points un peu moins abordés que ce que vous avez fait en première année. Mais c'est aussi, je vous le disais, une des parties les plus complexes du cours de droit administratif. Lesquelles? Eh bien, ces parties les plus complexes concernent principalement les contrôles juridictionnels. On va parler de ces contrôles juridictionnels, c'est-à-dire quels vont être les juges qui vont devoir juger de la légalité d'un acte, quel que soit son niveau dans la pyramide. Et vous allez voir que les choses sont spécialement compliquées.
Ça va faire appel aussi à d'autres notions compliquées comme ce qu'on appelle la norme de référence ou les normes de référence du contrôle, c'est-à-dire quelles vont être les normes, principalement des textes mais pas seulement, qui vont être utilisées par une juridiction pour juger d'un acte. Et vous allez voir que ce jeu en 3 points va être spécialement important. Quels 3 points? La norme contrôlée, qu'est-ce qu'on va contrôler? Deuxième point, le juge, qui contrôle? Et troisième point, la norme de référence, sur quel droit va-t-on contrôler un texte par un juge? Voilà. Ces 3 éléments vont être spécialement complexes à agencer selon les hypothèses. Sans compter qu'à cela, il faut rajouter la question extrêmement complexe, elle aussi, des rapports de normes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les rapports de système, avec l'insertion des normes externes dans l'ordre interne. Qu'est-ce que ça veut dire que cette question de l'insertion des normes externes dans l'ordre interne? Eh bien, on va bien entendu ici parler de la façon dont le droit international et dont le droit européen s'insèrent en droit français. Ce sont des choses que vous voyez par ailleurs aussi en droit européen, et il va falloir que vous combiniez les enseignements des 2 matières. Le principe de l'égalité, qu'est-ce que cela signifie? Le principe de l'égalité, cela signifie que l'administration est soumise au droit. Au droit, malgré son nom, principe de l'égalité, cela ne veut pas seulement dire la loi. L'administration peut bien entendu être soumise à la loi, mais pas seulement. Cela signifie tout le droit. Les citoyens doivent par conséquent pouvoir se défendre en imposant à l'administration l'application du droit. Le droit qui contraint aussi bien le citoyen que l'administration elle-même. C'est cela, l'état de droit. C'est pour cette raison que le Conseil constitutionnel a érigé au rang d'objectif de valeur constitutionnelle, une caractéristique juridique, une qualification juridique que nous verrons un petit peu plus tard. Donc c'est pour cette raison que le Conseil constitutionnel a érigé au rang d'objectif de valeur constitutionnelle les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans une décision numéro 99-421 DC du 16 décembre 1999. Décision 99-421 DC du 16 décembre 1999. Que nous dit-il le Conseil constitutionnel? Il dit qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et en particulier son article 34, que le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Pour le résumer, j'essaierai de vous le mettre à l'écran et que vous puissiez le lire. Pour le résumer, cela veut dire que le législateur doit prendre des textes suffisamment clairs par eux-mêmes. Il n'a pas de besoin de jurisprudence ou de textes réglementaires pour ne pas avoir de disposition de formules équivoques, voilà, qui empêcheraient son application. Cet objectif de valeur constitutionnelle a été précisé ensuite par une décision numéro 2006-540 DC du 27 juillet 2006. Que nous dit cette décision? Elle utilise simplement le terme d'objectif d'intelligibilité de la norme, et non plus de clarté de la loi ni d'accessibilité, seulement d'intelligibilité de la norme. Par ailleurs, la décision numéro 2004-500 DC du 29 juillet 2004, portant sur la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, eh bien, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré pour la première fois une disposition législative, c'est-à-dire un texte de loi, dont la portée normative était incertaine. Qu'a-t-il dit? La loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un texte qui
déclarait des choses et qui n'était pas au sens strict une règle de droit à appliquer, c'est-à-dire un comportement à avoir. Et le Conseil constitutionnel a dit non, un texte de loi doit prescrire des comportements, interdire des choses, il ne doit pas être une déclaration sans sens. Vous voyez que lorsqu'on dit que l'administration est soumise au droit, eh bien c'est aussi un objectif qui pousse le législateur à être clair, à être intelligible. Nous allons maintenant entamer notre chapitre premier. Chapitre premier, la hiérarchie des normes et la place du juge dans son contrôle. Chapitre premier, la hiérarchie des normes et la place du juge dans son contrôle. La hiérarchie des normes fait partie des choses que vous avez déjà vues en première année, que vous revoyez aussi notamment en droit européen. La hiérarchie des normes est au départ une théorie universitaire développée par Hans Kelsen, mais qui est aujourd'hui juridictionnellement reconnue comme un système. Alors avant de l'aborder, je vais vous dire comment je vais essayer de vous simplifier la lecture, en tout cas la compréhension et l'apprentissage de ce cours. Ce cours a été conçu pour aller du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire que je vais vous dire sur une échelle de 10, un petit peu comme je le fais en mettant des étoiles personnelles, qui ne valent que pour ce cours, dans ces vidéos, eh bien je vais vous mettre sur une échelle de 10 là où on est de la complexité. Au départ, cela va être très facile et cela va vous rappeler des souvenirs de droit constitutionnel, vous ne serez pas étonné. Mais vous allez voir que rapidement, quand on arrivera au niveau 5, 6, c'est-à-dire à la moitié, certains d'entre vous vont déjà se sentir perdus. Il faudra s'accrocher parce qu'il s'agit là d'un des points compliqués de toute la deuxième année, qui par ailleurs n'est pas spécial au droit public. En droit européen, vous le faites, mais en réalité, le cours sur le principe de l'égalité ne s'applique pas seulement et n'a pas d'intérêt seulement pour le droit administratif. C'est un cours qui a de l'intérêt pour l'ensemble du droit, pour la compréhension du système général du droit. Et dans les textes que je vais vous citer, eh bien je vous parlerai du Code civil en vous montrant sa place dans l'ensemble du droit. Ce code un peu mythique, 1804, eh bien, vous savez que ce code un peu mythique, vous verrez, n'a pas une valeur aussi importante que ça dans la hiérarchie des normes, et quand bien même il constituerait un texte fondateur de notre droit, eh bien, en réalité, aujourd'hui, il n'en est qu'un élément confondu parmi bien d'autres et avec une valeur tout à fait classique. Donc, nous allons attaquer d'abord dans ce chapitre premier sur la hiérarchie des normes et la place du juge dans son contrôle, une section première, les sources de la hiérarchie des normes. Section première, les sources de la hiérarchie des normes. Paragraphe premier, Hans Kelsen et la théorie pure du droit. Hans Kelsen et la théorie pure du droit. Vous savez que la hiérarchie des normes est issue d'une théorie de Hans Kelsen. Kelsen, ça s'écrit K-E-L-S-E-N. Hans Kelsen est un juriste autrichien qui est né en 1881 et mort en 1973. Que nous dit cette théorie? Cette théorie, elle vise à une présentation du droit sans référence à des aspects moraux ou à des aspects idéologiques. Cette approche du droit, sans aspect moraux, idéologique, c'est ce qu'on appelle le positivisme. On oppose d'ailleurs au positivisme les théories réalistes. Les positivistes s'opposent aux réalistes. Les réalistes, que font-ils comme type d'analyse? Eh bien, ils voient le droit comme inséré dans son temps, dans son pays. Donc pour les premiers, c'est-à-dire les positivistes, le droit va être analysé dans un rapport de normes, entre elles, en ne cherchant pas à expliquer les éléments extérieurs. Est-ce que ce texte est légal? Oui, parce qu'il est conforme à celui du dessus. Comment s'impose-t-il? Comment ces textes sont agencés? S'ils sont bien agencés, le système est bien fait. C'est ça le positivisme. On va voir le système de droit comme quelque chose de bien agencé. A l'inverse, le réalisme, lui, va analyser le droit en prenant en compte les dimensions politiques, sociologiques, morales, idéologiques. Les réalistes vont mettre en perspective la norme, c'est-à-dire la règle de droit, en fonction des aspects moraux sociologiques. Si la règle est comme ça, c'était pour atteindre tel but, c'est dans tel but social, etc.
Donc vous voyez que les positivistes et réalistes vont simplement apporter deux façons différentes de commenter la norme, d'apporter à la science juridique. L'ouvrage de référence de Kelsen, puisqu'on va essentiellement se fonder sur lui, s'appelle Théorie pure du droit, en allemand Reine Rechtslehre. Et ce texte date de 1936, même s'il a ensuite été réédifié et modifié par Kelsen lui-même, notamment en 1961. Quel est l'objectif de Kelsen? Son objectif est de permettre de réfléchir le droit comme un ensemble de normes cohérentes. C'est son objectif. L'idée est qu'une norme doit être valide, et elle est valide lorsqu'elle est conforme à la norme supérieure. Ça va instituer donc une hiérarchie entre les normes. Il y a des normes supérieures auxquelles les normes inférieures doivent être conformes. Si ce système est bon, si cela marche, la norme d'en dessous est dite valide. On pourrait comprendre, elle est légale, même si légale renvoie à loi, légale au sens très large du terme. Donc, pour le calquer sur notre système, la loi doit être conforme à la Constitution, les décrets doivent être conformes à la loi, les arrêtés doivent être conformes aux décrets, et les contrats de droit privé comme de droit public doivent être conformes aux arrêtés ou aux décrets au-dessus, aux lois et règlements qui sont au-dessus. On présente souvent cette hiérarchie des normes de Kelsen, cette théorie de Kelsen, comme une pyramide. En haut, la norme la plus importante, qui va être respectée par toutes les normes en dessous. Chaque norme devant respecter celle qui est au-dessus et devant être respectée par celle qui est en dessous. Je répète, c'est un peu compliqué. Chaque norme devant respecter celle qui est au-dessus d'elle dans la pyramide de normes et devant être respectée par celle qui est en dessous. Donc une structure pyramidale et hiérarchisée. On notera que Kelsen, c'est un peu amusant, appelle la norme tout en haut Grundnorm, ce qu'on peut traduire par norme fondamentale. Mais Grund, ça veut aussi dire base ou terrain ou fondement, dans fondamental. Ce qui veut dire que, en réalité, si on réfléchit, c'est la norme sur laquelle reposent toutes les autres. Donc en fait, elle devrait être en bas. Donc peu importe cet aspect de traduction, de compréhension, c'est vrai qu'on se met d'accord en général, en droit français en tout cas, pour considérer qu'il y a une pyramide et qu'en haut est la grande norme. Alors, comment comprendre cette grande norme? Je vais faire une petite explication un peu iconoclaste. On peut penser en réalité à une pyramide de coupes de champagne. Vous savez, ces fameuses pyramides où à la base on met plein de coupes de champagne, on en pose au-dessus, on en pose au-dessus, et l'idée est de verser tout en haut le champagne pour que cela remplisse la première coupe qui déborde, qui va remplir celle d'en dessous, qui va remplir celle d'en dessous, etc. jusqu'en bas de la pyramide, et à la fin, toutes les coupes de champagne sont parfaitement remplies. Jusqu'à rabord, soit dit en passant. C'est une façon de voir la pyramide des normes de Kelsen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les valeurs de la société, dans un système comme celui-là, ne sont pas absentes. Le système juridique est cohérent sans prendre en compte les valeurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser la pyramide de coupe de champagne comme on le veut. Si elle est bien organisée, elle tient debout. Pour Kelsen, le système est bon. Et puis en haut, on va pouvoir mettre les valeurs qu'on veut. Et l'idée, c'est que si le champagne représente les valeurs que l'on met, on met les valeurs tout en haut de la pyramide et petit à petit, ces mêmes valeurs, ces mêmes principes descendent jusqu'en bas de la pyramide. Si on met du champagne, toutes les coupes seront remplies de champagne, et si on met du jus de fruits, toutes les coupes seront remplies de jus de fruits. Vous voyez, la pyramide des normes, c'est une façon organisée. Le juriste ne va regarder que la structure de la pyramide. Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce qu'elle est bien faite de telle manière à ce que les valeurs mises en haut dépendent tout en bas? C'est ce qui a fait de manière un peu exagérée certains commentateurs contester les théories de Kelsen en disant que si tout en haut de la pyramide on mettait des valeurs nazies, racistes, etc., elles se répandraient dans toute la société. Alors c'est un procès qui est un petit peu bizarre de faire ça à Kelsen, parce que Kelsen était juif, il a fui le nazisme et il a écrit une partie de ses œuvres en fin de vie, après la guerre, aux États-Unis, où il était professeur. Donc vous voyez que c'est un petit peu bizarre de lui faire un procès en nazisme, alors que lui-même a fui le nazisme. Mais il est vrai que avoir une approche froide, structurelle du droit,
eh bien, est une approche qui met de côté l'aspect réaliste et l'aspect sociologique, ethnologique de valeur. Donc c'est ce qu'on peut contester à cette vision. Alors est-ce que pour autant, cette pyramide des normes de Kelsen, telle qu'on la comprend et telle que, honnêtement, elle est simplifiée dans un cours de deuxième année, est-ce que cette pyramide est restée une pure théorie ou est-ce qu'on a commencé à l'appliquer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Paragraphe deuxième. Paragraphe deuxième. La reconnaissance juridictionnelle de la pyramide des normes. La reconnaissance juridictionnelle de la pyramide des normes. Ce qu'on peut dire, c'est que la pyramide des normes aujourd'hui en France n'est pas seulement une construction intellectuelle. Elle est aujourd'hui quelque chose qui est reconnu juridiquement par l'ensemble de nos juridictions. C'est d'abord le cas du Conseil constitutionnel. Dans une décision du 9 juin 1992, Conseil constitutionnel, 9 juin 1992, numéro 92-309 DC, le nom de la décision c'est « Résolution modifiant l'article 47 bis du règlement du Sénat », donc décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 1992, numéro 92-309 DC, résolution modifiant l'article 47 bis du règlement du Sénat, eh bien, le Conseil constitutionnel va utiliser la référence à la pyramide des normes, ce qu'il reproduira à plusieurs reprises par la suite. Je vous lis le 5e considérant de cette décision du Conseil constitutionnel. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, vous voyez la référence directe, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci, ainsi que des mesures législatives prises en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution pour la mise en place des institutions. Donc, il dit « Je suis en train de regarder quelles sont les normes qui s'appliquent à un règlement du Sénat, au règlement des assemblées parlementaires, et puis j'en fais la liste. Et pourquoi je suis obligé d'en faire la liste? Parce que cela correspond aux exigences propres à la hiérarchie des normes dans l'ordre interne. Vous voyez que le terme hiérarchie de normes est vraiment utilisé. Ensuite, on a aussi une référence directe à la hiérarchie des normes par le Conseil d'État. Je vous cite l'arrêt sans je vous dis l'arrêt sans citer le considérant. Conseil d'État, 24 février 1999, Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique. Ne me demandez pas ce que c'est. Association de patients, au pluriel, de la médecine d'orientation anthroposophique, A-N-T-H-R-O-P-O-S-O-P-H-I-Q-U-E, anthroposophique. Conseil d'État, 24 février 1999. Et puis c'est aussi le cas, et depuis longtemps, de la Cour de cassation. Dans un arrêt de la Chambre criminelle, qui est le premier que j'ai retrouvé, arrêt de la Chambre criminelle du 10 mars 1971, arrêt de la Chambre criminelle du 10 mars 1971, numéro 69-92.497, 69-92.497, il y a une référence à la hiérarchie de normes répétée plusieurs centaines de fois depuis, par exemple dans un arrêt très récent de la Cour de cassation, de la première chambre civile cette fois-ci, du 16 septembre 2020, publié au bulletin, où il dit, je cite l'arrêt de 2020, « En raison du principe de la hiérarchie des normes qui régit notre ordonnancement juridique, nanana. » Voilà. Vous voyez donc, aussi bien le Conseil constitutionnel que le Conseil d'État, que la Cour de cassation utilisent le terme hiérarchie des normes pour expliquer sa façon de raisonner. Vous voyez que d'une théorie pure, comme le dit Kelsen, d'une volonté d'avoir une approche théorique du droit et pas pratique, eh bien, le droit français s'est approprié cette façon d'organiser le droit, et ce qu'on vous apprend, c'est notamment cette façon qu'a le droit d'organiser hiérarchiquement, le droit français, d'organiser hiérarchiquement toutes les normes qui le composent. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en réalité, dans cette pyramide des normes, dans cette hiérarchie, on va rentrer tout le droit français. Et voilà pourquoi on vous le fait à plusieurs reprises en deuxième année, après l'avoir esquissé en première année, c'est pour que vous compreniez bien que tout le droit français, que ce soit des lois, de la Constitution, des décrets, toute autre sorte d'actes administratifs, mais aussi les contrats de droit public comme de droit privé, et les actes entre personnes privées, tout ce qui est droit en France rentre dans ce triangle de la pyramide des normes. L'un des points les plus importants
de cette théorie de l'état de droit, ça va être le rôle du juge. Et nous allons en parler. Section 2e, le rôle du juge dans la hiérarchie des normes. Section 2e, le rôle du juge dans la hiérarchie des normes. Plutôt que du juge, d'ailleurs, on pourrait mettre des juges, si vous le voulez, vous pouvez mettre le rôle des juges dans la pyramide des normes. Puisque à chaque niveau de la hiérarchie des normes, il convient de vérifier sa validité, la validité de la norme, c'est-à-dire son respect de la norme du dessus. Et c'est précisément ce rôle-là qu'auront les juges français. Le rôle du juge, c'est de vérifier la conformité d'une norme en dessous avec une norme au-dessus. Encore une fois, ces 3 points. Quelle est la norme contrôlée? Quel est le juge qui contrôle? Et quelle est la norme de faire référence? Par rapport à quoi va-t-il contrôler? Et ça marche tout le temps comme ça. Ça marche tout le temps comme ça. Alors, il y a des choses que vous connaissez. Le Conseil constitutionnel, par exemple, va vérifier la conformité de la loi avec la norme au-dessus qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le juge administratif, lui, va vérifier la conformité des règlements au bloc de légalité. Mais il va aussi vérifier la conformité d'un règlement inférieur à un règlement supérieur. On verra que ça peut aussi être le rôle du juge pénal ou civil. Et puis, il va aussi parfois contrôler la loi, on le verra, vis-à-vis des normes internationales, et ça, comme le juge civil, c'est un rôle un peu particulier qui constituera en réalité le point numéro 10 de notre difficulté 10 sur 10, dans notre échelle de difficulté. Eh bien, le contrôle par les juges ordinaires, que ce soit le juge civil ou le juge administratif, le juge judiciaire plutôt que civil, et le juge administratif, des lois par rapport aux conventions internationales, cela vous paraît complètement incongru, et pourtant, c'est le cas. Alors, pour avancer sur ces points, il faut que nous expliquions une notion. C'est notre section 3e, section 3, la notion d'ordre juridique. Section 3e, la notion d'ordre juridique. Cette notion d'ordre juridique, il faut bien l'avouer, est relativement complexe. On parle aussi parfois d'ordonnancement juridique. C'est peut-être plus clair en réalité en termes d'ordonnancement juridique que d'ordre juridique, mais le mot le plus couru est bien celui d'ordre juridique. Léon Duguit définissait dans son droit constitutionnel, dans le tome 2, il définissait ce qu'est un ordre juridique. Pour lui, c'est un état social, un moment donné, d'après les règles de droit, s'imposant aux hommes du groupement social considéré et les situations juridiques qui s'y rattachent. Voilà ce qu'est un ordre juridique. C'est l'état social à un moment donné, d'après les règles de droit s'imposant aux hommes du groupement social considéré et les situations juridiques qui s'y rattachent. L'idée est que l'ordre juridique est un ensemble de règles cohérentes qui s'appliquent à une population donnée. Lorsqu'on simplifie un petit peu ces choses, on va se rendre compte qu'un ordre juridique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est souvent l'ensemble du droit applicable dans un État. L'ensemble du droit applicable dans un État. Si l'on veut simplifier, au fond, on peut dire qu'un ordre juridique correspond à une pyramide des normes. Donc ça veut dire que chaque État aura sa pyramide des normes, ses normes. Et puis, au-delà de ça, on va pouvoir ajouter des choses. Et notamment, il va y avoir d'autres ordres juridiques. Par exemple, le droit européen constitue en lui-même un ordre juridique. Donc, au-delà des États, d'autres institutions internationales vont avoir un ordre juridique. Le droit européen est un ordre juridique. Le droit international est un ordre juridique. Donc, il y a le droit d'un État et des droits internationaux ou européens qui sont des ordres juridiques. Vous comprenez les choses. C'est que ce soit le droit entre États, les relations entre le droit français et le droit allemand. Par exemple, lorsque deux entreprises concluent un contrat entre elles, une entreprise allemande et une entreprise française. C'est le droit international privé qui va s'appliquer. Les relations entre des collectivités qui se touchent,
entre la ville de Strasbourg et la ville de Kehl am Rhein, de l'autre côté du Rhin, il y a des relations de droit public entre ces deux collectivités de deux pays différents, donc de deux ordres juridiques différents. Eh bien, vous comprenez avec cela que la hiérarchie dans un ordre juridique et son organisation va constituer les 5 cas les plus simples, nos 5 premiers degrés de difficulté dans le cours. Mais que quand on va commencer à aborder les relations entre différents ordres juridiques, comment est-ce que se font les relations entre l'Allemagne et la France, les collectivités ou les personnes? Et puis plus que cela, des relations dont vous avez déjà entendu parler, ou sur lesquelles vous avez déjà eu des cours, c'est-à-dire comment s'insèrent en droit français les règles de l'ordre juridique européen dans un ordre juridique national. Eh bien, ces relations entre ordre juridique européen et ordre juridique nationaux constitueront les cas les plus complexes de relation de ce principe de l'égalité. Ça nous permet pourtant de répondre à des questions importantes. Comment est-ce que le droit européen, comment est-ce que le droit administratif s'applique donc en France? À travers le droit international, eh bien, à travers le droit européen, comment est-ce qu'on va appliquer sur le territoire français un autre ordre juridique que l'ordre juridique national, l'ordre juridique français? Vous avez compris? Voilà. Ça va conditionner évidemment la façon dont on va présenter les choses. La première question va constituer notre deuxième chapitre. On va s'intéresser à l'ordre interne. Sa logique, relativement simple, je vous le disais, même si on va se concentrer sur des points dont vous verrez rapidement qu'ils sont un peu plus complexes que ce qu'on vous a expliqué en première année. Et puis, une deuxième grande question, qui fera notre troisième chapitre, c'est l'insertion des normes du droit international, soit le droit général, soit le droit des organisations internationales, soit le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis le droit européen comme ordre juridique à part, eh bien, comment ces normes, l'insertion de ces normes dans l'ordre interne. Si l'on veut que les normes internationales et européennes aient une influence en France, il faut bien déterminer comment ces règles, s'insèrent dans la pyramide des normes françaises. Je vous propose d'aborder tout de suite notre niveau 1 du cours. Chapitre 2e, la hiérarchie de normes internes et le droit administratif. La hiérarchie des normes internes et le droit administratif. Commençons par une section première que vous avez déjà vue en première année et sur lequel on va aller relativement vite. Section première, la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Section première, la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Pendant longtemps, on n'a pas très bien vu le lien entre le droit constitutionnel et le droit administratif. Et il y a eu un grand article en 1954 du doyen Georges Vedel, qui s'intitule « Les bases constitutionnelles du droit administratif ». C'était publié aux Études et documents du Conseil d'État, où il a démontré que la Constitution, le droit constitutionnel, apportait l'essentiel des bases qui permettaient d'avoir un droit administratif en France. Cet article a été contesté par un autre grand professeur qui s'appelle Charles Eisenman, avec 2 N, enfin 3 N en tout. E-I-S-E-N-M-A-2-N. Donc Charles Eisenman qui a écrit un article « La théorie des bases constitutionnelles du droit administratif » à la Revue du droit public en 1972. Et puis, entre eux, il y a eu un petit débat, et aujourd'hui, on peut considérer que cette controverse doctrinale, cet échange entre Vedel et Eisenman, a beaucoup apporté sur les liens entre le droit constitutionnel et le droit administratif. Pour le dire de manière très simple, effectivement, le droit constitutionnel parle du droit administratif. Le doyen Vedel était un petit peu plus loin, était allé un peu loin au tout début de son article de 1954, et il a mis un petit peu d'eau dans son vin après les critiques de Charles Eisenman. Il considérait, à la fin de sa vie, qu'effectivement, il y avait bien eu des bases constitutionnelles du droit administratif, mais qu'on ne trouvait pas toutes les bases du droit constitutionnel dans le droit administratif, mais que, par exemple, les personnes publiques, et l'idée que ces personnes publiques utilisaient la puissance publique, constituaient bien les bases du droit administratif. Vous reconnaissez là, dans le doyen Vedel, un tenant de la théorie de la puissance publique, ce qui n'est pas étonnant,
puisque le doyen Vedel a fait sa thèse avec Oriou, non pas Oriou Maurice, Oriou le père, mais avec son fils, qui était aussi professeur de droit dans notre belle université. Alors abordons ces thèmes. Paragraphe 1er, les normes constitutionnelles, source de droit administratif. Paragraphe 1er, les normes constitutionnelles, source de droit administratif. Vous le savez, vous l'avez vu en première année, les normes de niveau constitutionnel sont regroupées sous le nom de blocs de constitutionnalité. Elles regroupent un ensemble de normes qui sont de valeur constitutionnelle. Et même, vous le savez aussi, ces normes de valeur constitutionnelle ne sont pas entre elles hiérarchisées. C'est-à-dire que si l'une est contraire à l'autre, ou semble contraire à l'autre, souvenez-vous, la continuité du service public d'un côté et le droit de grève de l'autre, par exemple, eh bien, il faut les concilier. Qui les concilie? Eh bien, c'est avant tout le législateur qui va prendre des lois conciliant plusieurs principes de valeur constitutionnelle. Lorsqu'il le fait sous le contrôle du juge, et donc le juge constitutionnel va être parfois amené à contrôler qu'effectivement la loi a bien concilié comme il se devait des principes contradictoires de même niveau constitutionnel. Alors, ce bloc de constitutionnalité, on va lui donner un autre nom. C'est l'ensemble des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va bien avoir un contrôle de constitutionnalité des lois ou de constitutionnalité d'autres choses. Lorsqu'on contrôle la constitutionnalité des lois, par exemple, ce que vous avez fait l'an dernier, eh bien nous allons avoir des normes contrôlées, ce sont les lois, un juge, deuxième point, qui le contrôle, vous le savez, c'est le Conseil constitutionnel, et puis des normes de référence du contrôle, eh bien c'est les normes qui sont utilisées pour contrôler, et en l'occurrence c'est le bloc de constitutionnalité. Alors, grand A, les textes constitutionnels. Grand A, les textes constitutionnels. Paragraphe 1er, les articles de la Constitution, base formelle. Petit 1, les articles de la Constitution, base formelle. Dans notre Constitution, on a une série d'articles qui sont clairement des articles qui servent de base formelle au droit administratif. Lesquels? On a les articles 20 alinéa 1. Que nous dit l'article 20 alinéa 1? Il nous dit « Le gouvernement dispose de l'administration et des forces armées ». On voit donc que le gouvernement, autorité exécutive, celle qui est en charge du droit administratif, du pouvoir administratif, dispose de l'administration et des forces armées. On a l'article 21, alinéa 2, que nous dit-il? Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Donc on sait très bien que maintenant on a un Premier ministre qui est autorité administrative et qui dirige le gouvernement et que ce gouvernement dispose de l'administration des forces armées. Ce sont les articles 20 alinéa 1 et 21 alinéa 2. On sait aussi que l'article 13, qui donne les pouvoirs du président de la République, permet au président de la République de évoquer en Conseil des ministres des questions qui normalement sont de la compétence du Premier ministre, et lorsqu'il les évoque en Conseil des ministres, c'est lui qui en a la charge. Et donc les pouvoirs administratifs du président de la République sont fonction de ce que lui-même veut évoquer en Conseil des ministres le mercredi. Autre article qui constitue des bases du droit administratif, c'est l'article 37 de la Constitution. L'article 37 nous dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Qu'est-ce que cela signifie? Et on y reviendra plusieurs fois. Quelque chose à bien avoir comme base de droit constitutionnel. Souvenez-vous, l'article 34 contient une liste des domaines dans lesquels il faut une loi. Chose amusante à laquelle vous n'avez peut-être pas réfléchi. Si vous voyez cette liste, vous voyez qu'il y a les obligations, la responsabilité, et en réalité, dans cette liste, vous allez avoir toutes les matières du Code civil. Et quand vous regardez cette liste, vous allez aussi avoir des matières du Code pénal. En réalité, l'article 34 nous dit « Le droit civil pour l'essentiel et le droit pénal pour l'essentiel sont du domaine de la loi ».
Cette liste assez longue ne contient pas toutes les matières. Et l'article 37 est spécialement intéressant à cet égard. Il nous dit, dans les matières qui ne sont pas listées, c'est-à-dire en fait par principe, on va avoir une compétence du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du Premier ministre et du Président de la République quand il évoque ces questions. Or, vous voyez que c'est assez amusant de voir que dans la Constitution de 1958, on a un principe de compétence dans l'article 37 du pouvoir réglementaire, et on a par exception la liste de l'article 34 qui est de la compétence du Parlement. Il ne faut pourtant pas exagérer cette compétence de principe du pouvoir réglementaire parce que l'essentiel des matières, et en tout cas toutes les plus importantes, toutes les plus essentielles, eh bien, sont dans l'article 34. Donc, on a effectivement, sur le plan de la structure juridique, un principe de pouvoir à l'exécutif et une exception pour le pouvoir du Parlement, mais en pratique, l'exception représente beaucoup plus d'hypothèses que le principe. Voilà. Autre texte important pour ce qui est des bases constitutionnelles du droit administratif, on va avoir l'article 72 de la Constitution. L'article 72 de la Constitution, ce sont les bases constitutionnelles du droit des collectivités territoriales. Qui apprend-on dans cet article 72 ? On apprend que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer de l'article 74. On apprend que toutes les autres collectivités, si on veut en créer, le sont par la loi. On apprend aussi que ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus. D'accord ? Donc on a une sorte de législatif, mais il ne faut pas dire ça, parce que ce n'est pas du pouvoir législatif, mais on a des conseils qui fixent les grandes lignes, mais elles disposent aussi d'un pouvoir réglementaire, et elles vont aussi avoir un exécutif. Et puis, on va avoir le fait, dans cet article, qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. De temps en temps, il y aura ce qu'on appelle des collectivités chefs de file. Ça veut dire que ce sont elles qui vont mener l'essentiel de la politique, mais elles ne vont pas commander aux autres. C'est par exemple le cas des régions qui vont être chefs de file en matière d'aide. Quand une région, quand les collectivités veulent aider les entreprises, eh bien, une commune ou un département ne peut le faire qu'en demandant à la région et en abondant, c'est-à-dire en augmentant les aides de la région, avec l'accord de la région. Vous voyez, la région est chef de file, elle n'a pas de tutelle sur les autres. Et puis, on apprend aussi que le représentant de l'État, qui représente chacun des membres du gouvernement à la charge des intérêts nationaux et du contrôle administratif et du respect des lois, eh bien, vous voyez là, on a la constitutionnalisation du préfet et de son rôle dans ses rapports avec les collectivités. Vous voyez que ces articles ne contiennent pas de base matérielle, c'est-à-dire de fond. Ces articles de la Constitution ne font qu'une chose, c'est dire qui est compétent, pourquoi. Ils ne disent pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ne fixent pas de règles que l'on doit respecter au plan du fond, au plan matériel. Il n'y a pas dans la Constitution écrite de base matérielle. Alors pour cela, il faut notamment se référer au préambule de la Constitution. Petit 2, le préambule de la Constitution, les bases textuelles des règles de fond. Le préambule de la Constitution, les bases textuelles des règles de fond. Le préambule de la Constitution de 1958 cite un certain nombre de textes, et ce sont ces textes-là qui vont précisément être les règles de fond du droit constitutionnel. De quoi s'agit-il ? D'abord, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne doit pas être confondue avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est celle de l'ONU. En France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est notre texte fondateur. Le Conseil constitutionnel lui-même l'appelle de temps en temps la Déclaration de 1789. Vous êtes donc libre de l'appeler la Déclaration de 1789. Que nous dit ce préambule de la Constitution ? Il nous dit que cette Déclaration de 1789 est confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution de 1946. En 1946, on a ajouté un préambule dans la Constitution qui constituait un certain nombre de droits sociaux. Les droits de l'homme de la Déclaration de 1789 étaient des droits du type propriété, égalité, fraternité, et en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, on a ajouté des droits sociaux comme le droit au travail, etc., le droit au logement, et ce genre de choses-là. Donc, la Déclaration de 89, qui fixe un certain nombre de droits, a été complétée, confirmée et complétée par le préambule de 1946. On appelle ça la deuxième génération de droits fondamentaux. Puis, le préambule de 1946 renvoie aussi en nous disant « ainsi qu'aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement de 2004 ». On appelle ça parfois la troisième génération de droits. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des droits fondamentaux qui se sont renforcés, cela s'est fait par un texte supplémentaire. La base avec la déclaration de 1789, les droits sociaux avec le préambule de la Constitution de 1946, et puis la Charte de l'environnement de 2004 qui vient ajouter des droits modernes et environnementaux. Alors, ne vous méprenez pas. En 1789, le texte est fait simplement pour servir de ligne directrice à la future Constitution, celle qui ne viendra qu'en 1791. L'idée est de dire, nous avons des valeurs qui sont contre celles de l'Ancien Régime, et nous allons fixer des valeurs, mais la déclaration n'est pas du tout faite pour être du droit opposable. Aller dire un juge, c'est contraire à la déclaration. Pas du tout. C'est simplement pour guider, par une grande déclaration solennelle, l'écriture de la future Constitution. Donc, historiquement, en 1946, on a le même phénomène. Les droits sociaux reconnus dans le préambule de 1946 sont les nouvelles valeurs de la République française, celles de 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, après le nazisme. Et à l'époque, il n'est pas du tout question de rendre non plus opposable, c'est-à-dire de permettre aux citoyens d'invoquer le préambule de 1946 devant les tribunaux. Donc on a des textes qui sont véritablement des déclarations, des préambules, des choses au fond qui sont assez peu normatives. Au mieux, elles ont pour objectif d'inspirer le législateur, pas de mettre en œuvre ses droits pour le dire simplement. Depuis, la jurisprudence a donné une véritable portée juridique à ces principes qui sont devenus opposables. Et on le savait, quand la Charte de l'environnement de 2004 est rentrée en vigueur, eh bien, on avait cette évolution des droits fondamentaux, et la Charte des droits fondamentaux était dès le départ en grande partie opposable aux citoyens. Un exemple relativement récent est assez intéressant. Le droit au logement est reconnu par le préambule de 1946. Si on applique strictement le droit au logement, cela veut donc dire qu'il ne devrait y avoir personne qui vive dans la rue. Ça devrait être interdit, chacun devrait avoir droit à un logement. Cela ne veut pas dire en propriété, mais chacun devrait pouvoir habiter dans un logement, c'est un principe constitutionnel. Eh bien, comme tout principe constitutionnel, il s'oppose à d'autres. Par exemple, au fait qu'il y ait un droit de propriété. On ne va pas retirer la propriété des gens contre le droit au logement. Il faut trouver une demi-mesure, une conciliation. Eh bien, cette conciliation, elle a été faite par la loi. Il y a une loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable. Cette loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable permet à des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement, eh bien, d'opposer à l'administration un droit au logement lorsqu'ils ont fait des demandes de logements sociaux et qu'au bout d'un moment, elles n'ont pas abouti. Ce droit au logement opposable va, pour le dire très simplement, mettre leur dossier au-dessus de la pile pour qu'ils aient le plus rapidement un logement social. Donc, et pour faciliter aussi de manière financière l'accès au logement pour tous. Donc vous voyez, ce droit fondamental de droit au logement qui n'était pas du tout fait pour être opposable, qui était une grande valeur, eh bien, par la loi, est devenu en 2007 en partie opposable. Il y a encore certainement beaucoup à faire pour que les gens ne dorment plus dehors aujourd'hui, mais c'est déjà un premier pas. En fait, qu'est-ce qui a donné tout son poids à ces droits fondamentaux
reconnue et déclarée dans les préambules et déclarations, ou listée dans le préambule de 1958, de la Constitution de 58, eh bien c'est essentiellement la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui a donné la véritable portée juridique à ces droits. Passons-y maintenant. Grand B, la jurisprudence constitutionnelle. Grand B, la jurisprudence constitutionnelle. On va voir différents types de principes qui ont été reconnus au niveau constitutionnel par la jurisprudence constitutionnelle. Et on va commencer par petit 1, les prlfr. Petit 1, les prlfr. Non, c'est pas très facile à dire. Les PFRLR, les prlfr, les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou PFRLR. Ces principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, c'est un titre un peu long, c'est pour ça qu'on utilise la chronique PFRLR, leur nom est lui-même issu du préambule de 46. Le préambule de 46, dans son texte, fait référence à ce type de principe en disant « je renvoie aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». En aucun cas, ces principes ne sont listés. Et par conséquent, c'est bien la jurisprudence constitutionnelle qui a dû, peu à peu, préciser ce que contenait cette catégorie des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel renvoi? Eh bien, la République, et notamment celle du XXe siècle, celle de la Troisième République, a légiféré sur des matières essentielles qu'on appelait alors les libertés publiques. Il y a eu des grandes lois sur les libertés publiques, des grandes lois de la Troisième République principalement, qui sont la marque parlementaire en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui a exprimé par ces lois de grandes valeurs fondamentales à une époque où il n'y avait pas de principe constitutionnel opposable. Donc, en l'absence de droit constitutionnel matériel, c'est-à-dire de fond de principe à appliquer, dans cette Grundnorm qu'est la Constitution, en l'absence, eh bien, c'est la jurisprudence qui a reconnu des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République comme des véritables principes, tels que le citait le préambule de 1946. Qu'est-ce qu'il faut comme critère pour être un PFRLR, un principe fondamental reconnu par la République? D'abord, il faut une loi de la République. Ah, ça n'est pas si neutre que ça de dire cela. Ça vous paraît évident, mais n'oubliez pas qu'après les premières républiques, nous sommes retournés à des royautés. D'abord Charles X, Louis XVIII, Louis-Philippe, et puis même dans ces royautés, on peut compter les empires, le premier et le second, Napoléon Ier et Napoléon III. Donc, l'idée de dire que, bien sûr, après la Révolution française, il n'y a que des lois de la République, serait une bêtise historique. Il y a de nombreux moments de notre histoire de France, après 1789, après les premières républiques, eh bien, où nous n'avons pas concrètement eu de république. Donc, c'est un critère qui n'est pas si neutre que cela, que de dire qu'il faut un texte de la République. Il ne faut pas un texte monarchique, ni des rois, ni des empereurs. Deuxième élément, il faut une loi antérieure à 1946. Une loi républicaine d'avant 1946. Pourquoi d'avant 1946? Eh bien parce que c'est bien le préambule de 1946 qui vise les lois avant lui. Et donc cela va nous donner la possibilité d'avoir des lois de la première, deuxième ou troisième République, et c'est pour ça que l'essentiel de ces textes viennent bien de la Troisième République. C'est presque exclusivement autour des grandes lois de la Troisième République qu'on va trouver ces PFRLR. Alors la première liberté importante, c'est la liberté d'association. Liberté d'association qui a été reconnue, la première, comme un principe constitutionnel. Et c'est autour de cette première décision, liberté d'association, que l'on va avoir la naissance des PFRLR comme des principes opposables. Cette décision du Conseil constitutionnel est absolument fondamentale, il faut que vous la connaissiez. Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, 16 juillet 1971, numéro 7144 DC,
liberté d'association. Pourquoi est-ce une révolution, cette décision liberté d'association du 16 juillet 1971? Parce que le Conseil constitutionnel reconnaît un PFRLR, lui donne valeur constitutionnelle, comme un principe fondamental reconnu par la République, alors qu'il le tire de quoi? De la grande loi sur les associations de 1901. Vous savez, les fameuses associations 1901. Eh bien, la loi sur les associations de 1901, c'est bien une grande loi défendant la liberté de s'associer, datant de la Troisième République. Et voilà pourquoi cette grande loi sur la liberté d'association devient la grande décision du Conseil constitutionnel liberté d'association qui crée la catégorie concrètement des PFRLR. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque quelques années auparavant, en 1956, dans un arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 1956, amicale des Anamites de Paris, du 11 juillet 1956, eh bien le Conseil d'État avait lui-même déjà dit que la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par la République. Là où il y a une révolution de cette décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel, c'est que, en le disant comme ça, il le rend véritablement opposable. Il crée en fait les premiers principes constitutionnels opposables. Et c'est une énorme révolution. En tout, aujourd'hui, 11 PFRLR ont été reconnus. 11 PFRLR. Je vais vous faire grâce de l'ensemble des PFRLR, mais je vais vous en citer quelques-uns avec, à titre d'illustration, un arrêt ou une décision qui le reconnaît. D'abord, PFRLR de l'indépendance de la justice administrative. L'indépendance de la justice administrative. Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980, décision, validation d'actes administratifs, c'est son nom, décision, validation d'actes administratifs, Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980. Deuxième décision, la compétence constitutionnelle du juge administratif. Vous voyez que je prends les PFRLR qui ont spécialement une importance pour ce cours, parmi les 11. La compétence constitutionnelle du juge administratif. Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence. Conseil de la concurrence. Sur la compétence juridictionnelle du juge constitutionnelle du juge administratif. Ensuite, la compétence constitutionnelle du juge privé pour ce qui est de la défense de la propriété privée. Vous voyez, c'est une limite au rôle de défense des libertés du juge administratif. La compétence constitutionnelle du juge privé pour la préservation de la propriété immobilière privée. Conseil constitutionnel, 25 juillet 1989, TGV Nord. Conseil constitutionnel, 25 juillet 1989, TGV Nord. Ensuite, la liberté de l'enseignement secondaire et supérieur. Il y a deux décisions sur la liberté d'enseignement. Et même, chose qui peut vous paraître bizarre, l'indépendance des professeurs d'université. L'indépendance des professeurs d'université, dans une décision du 20 janvier 1984, numéro 83-165 DC, libertés universitaires. J'y reviendrai peut-être, mais cette décision, qui paraît moins importante que les autres, l'est spécialement pour moi et pour nous à l'université. C'est-à-dire, c'est l'idée, et en ces temps de contestation de certaines théories, c'est important à dire, l'indépendance des professeurs d'université garantit aux professeurs d'université de dire ce qu'ils veulent devant un amphithéâtre. Ils ont le droit de défendre une idée. Pourquoi? Non pas pour choquer l'étudiant qui ne voudrait pas l'être, c'est évident, mais simplement parce que, notre rôle est de vous pousser à la curiosité et de savoir raisonner en vous confrontant aux idées des autres. Donc il faut rendre possible l'idée que nous défendions une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, pour que nous puissions avoir un débat et vous apprendre à avoir un débat, savoir qu'entre adultes libres, on peut avoir un débat, il n'y a pas, en quelque sorte, de sujet tabou. Le professeur d'université doit être garant de cela. Et puis, il y a aussi l'idée que la science doit avancer. Et qu'avec des grandes idées, des choses qui ne se font pas, la science n'avance pas. Je vais vous donner un exemple pour cela.
Vous savez, quand Galilée a commencé à dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien, l'Église a dit « ça n'est pas possible de penser ça, vous devez renier votre propre idée ». Et puisqu'il était moine, il a été obligé de renier son idée que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Vous voyez, la science a perdu plusieurs centaines d'années parce qu'une idée avait empêché de réfléchir. Parfois, les idées les plus innovantes, celles qui font le plus progresser l'humanité, sont des idées qui choquent les autres. Voilà pourquoi ce principe d'indépendance des professeurs d'université de la décision du 20 janvier 1984, liberté universitaire, est spécialement importante. Sachez qu'elle a été étendue à d'autres professeurs identiques, par exemple les professeurs du Muséum d'histoire naturelle, et évidemment aux maîtres de conférences. Bref, vos enseignants titulaires à l'université peuvent dire ce qu'ils veulent, et heureusement. En revanche, certains principes n'ont pas été reconnus, comme des PFRLR, et certains pourraient s'en étonner, pas moi, mais ils pourraient s'en étonner. C'est notamment le cas dans une décision du 17 mai 2013, Mariage pour tous. Dans une décision du 17 mai 2013, Mariage pour tous, le Conseil constitutionnel a refusé de dire que le fait que le mariage qui devait être entre un homme et une femme était un PFRLR. Comme évidemment, dans l'histoire, les mariages ont toujours été conclus entre un homme et une femme, certains requérants, pour lutter contre le mariage pour tous, avaient dit « mais ça a toujours été comme ça, on peut considérer que toutes les républiques avaient comme valeur que le mariage ne se faisait qu'entre un homme et une femme, donc des sexes différents ». Et le Conseil constitutionnel ne s'est pas laissé avoir par ce piège, et il a dit « pas du tout, je refuse de voir là un PFRLR » et évidemment, de ce fait, la loi sur le mariage pour tous, permettant le mariage des homosexuels, a été déclarée constitutionnelle. Chose un petit peu amusante, ces PFRLR ont une valeur constitutionnelle, je vous l'ai dit. Mais néanmoins, ils ont de temps en temps été reconnus par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, évidemment, les reconnaît assez régulièrement après le Conseil constitutionnel. Quand c'est le cas, il utilise un principe constitutionnel reconnu par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la jurisprudence administrative. Cela ne vous choque certainement pas. Il fait en fait référence expressément au principe reconnu par le Conseil constitutionnel. Ça a été le cas, un arrêt d'illustration, une étoile, une nouvelle fois, Conseil d'État, 29 mai 1992, Association amicale des professeurs titulaires du Muséum d'histoire naturelle. Association amicale des professeurs titulaires du Muséum d'histoire naturelle, et c'est précisément sur le principe de l'indépendance des professeurs du supérieur, le Conseil d'État a dit le principe d'indépendance des professeurs d'université, un PFRLR reconnu par le Conseil constitutionnel, s'applique aussi aux professeurs titulaires du Muséum d'histoire naturelle, des muséums d'histoire naturelle. Pas de difficulté, il utilise un PFRLR reconnu par le Conseil constitutionnel. Mais en plus, le Conseil d'État a déjà reconnu des PFRLR sans que le Conseil constitutionnel les ait reconnus. C'est le cas dans un arrêt très connu du Conseil d'État, un arrêt 3 étoiles, Conseil d'État, Assemblée, 3 juillet 1996, Koné, K-O-N-E. Conseil d'État, Assemblée, 3 juillet 1996, Koné. Lorsque je ne suis pas enregistré, je fais régulièrement la blague en disant qu'il s'appelle Faudé, mais comme prénom, mais je ne le ferai pas en vidéo, cela pourrait rester dans les archives. Donc, arrêt Koné, de quoi s'agit-il? Le Conseil d'État a reconnu l'idée qu'il y avait un principe permettant de refuser l'extradition d'étrangers lorsque l'extradition a été demandée dans un but politique. Le Conseil constitutionnel n'avait pas reconnu ce PFRLR et le Conseil d'État l'a reconnu pourtant. On a eu la même situation dans un arrêt du 6 avril 2001, un arrêt 2 étoiles cette fois-ci, un peu moins important, Conseil d'État, 6 avril 2001, syndicat national des enseignants du second degré, syndicat national des enseignants du second degré, où le Conseil d'État a reconnu un PFRLR, un principe fondamental reconnu par la République de laïcité, ce que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore fait. Alors il y a tout un débat doctrinal, notamment qui a eu lieu entre Pierre Delvolvé et Louis Favoreux. Louis Favoreux défendait que seul le Conseil constitutionnel pouvait reconnaître un PFRLR, Pierre Delvolvé défendant l'idée que non, le Conseil d'État avait parfaitement le droit de reconnaître un PFRLR.
cette question est essentiellement doctrinale. Au fond, pourquoi est-ce que le Conseil d'État ne pourrait pas reconnaître une valeur constitutionnelle à quelque chose? Rien ne s'y oppose par principe, mais effectivement, le doyen Favoreux met quand même en avant que lorsqu'il crée un principe constitutionnel, il ne peut pas l'opposer aussi clairement à une loi, puisqu'il n'en a pas le pouvoir, le Conseil d'État. Donc en réalité, il le reconnaît, mais ce n'a pas de valeur, alors que quand le Conseil constitutionnel le reconnaît, lui peut directement l'appliquer et opposer ce principe qu'il reconnaît à une loi. Donc vous voyez qu'il y a les deux aspects des choses dans cette controverse entre Delvolvé et Favoreux. Deuxième catégorie de principes reconnus comme ayant valeur constitutionnelle, après le petit 1 sur les PFRLR, le petit 2 sur les objectifs de valeur constitutionnelle, ou OVC, parfois on utilise cet acronyme, les objectifs de valeur constitutionnelle, ou OVC. Les objectifs de valeur constitutionnelle sont eux aussi une référence au texte du préambule de 46. Le texte du préambule cite les objectifs de valeur constitutionnelle. Mais là non plus, il n'en donne aucune définition et aucun exemple, puisqu'il n'avait pas concrètement à être opposé, rappelez-vous, ce préambule de 46. Alors il a fallu attendre des décisions, de nouveau, du Conseil constitutionnel, des décisions juridictionnelles, pour dire ceci est un OVC, ceci n'en est pas. Alors je vois certains d'entre vous froncer les sourcils à travers la caméra, et se dire, mais si on avait déjà les PFRLR, si on avait déjà ces principes fondamentaux reconnus par la République, pourquoi avait-on besoin d'avoir une deuxième catégorie jurisprudentielle? Est-ce que cela a un sens? Oui, cela a un sens. Cela a un sens puisque, précisément, ces objectifs de valeur constitutionnelle n'ont pas à être soumis aux limites temporelles et matérielles des PFRLR. Lesquelles? Eh bien, un objectif de valeur constitutionnelle peut très bien avoir été reconnu par un empire, par une royauté. Ce n'est pas lié à un texte d'une république. Ce n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est un objectif autre. Donc il ne doit ni être dans une loi, et ni être dans une loi de la République. Cela permet d'inventer, de découvrir, dit-on, de nouveaux principes qui ne sont pas limités à cela. La contrepartie, quelle est-elle? C'est un petit peu délicat à dire. L'objectif de valeur constitutionnelle est plutôt un guide pour le législateur. Mais en même temps, il n'a pas une valeur inférieure au principe. On ne peut pas dire c'est moins qu'un principe, puisque l'objectif serait plus général. Alors effectivement, on peut peut-être dire ça. Tous les deux ont une valeur constitutionnelle, le principe fondamental reconnu par la République comme l'objectif de valeur constitutionnelle, mais l'objectif est un peu plus large. Il guide le législateur un peu plus largement. Chose quand même particulière, il faut le noter, tous les objectifs de valeur constitutionnelle se sont rattachés, ont été déduits malgré tout de textes. Parfois du préambule de la Constitution, parfois du droit européen, mais tous les objectifs n'ont pas été inventés à partir de rien, ils sont rattachés de manière plus ou moins directe à un texte. Alors sur le fond, qu'est-ce que c'est que ces objectifs de valeur constitutionnelle? Qu'est-ce que ça recoupe comme principe? Je vais vous en citer plusieurs, et il y en a que nous avons déjà vus et vous allez rattacher à d'autres parties du cours. Par exemple, constitue un objectif de valeur constitutionnelle la sauvegarde de l'ordre public. Reprenez votre cours au début. Je vous l'ai dit lorsqu'on a fait l'ordre public dans les tout premiers cours sur la police administrative. La sauvegarde de l'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle. C'est aussi le cas du respect de la vie d'autrui. C'est aussi le cas du droit à un logement décent. C'est aussi le cas de la liberté d'entreprendre, la capacité pour les chefs d'entreprise de créer des entreprises et ce genre de choses-là. C'est aussi le cas, je vous l'ai cité en tout début de ce cours-ci, du principe d'intelligibilité de la loi. Je vous ai dit, le principe d'intelligibilité de la loi est un objectif de valeur constitutionnelle. Vous n'aviez pas fait attention peut-être, mais réécoutez cette partie-là, vous allez voir que je vous ai dit que l'intelligibilité de la loi était un objectif de valeur constitutionnelle. C'est aussi le cas de la préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. Vous n'avez rien compris? C'est normal. La préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturels est un objectif de valeur constitutionnelle issu d'une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982, communication audiovisuelle. Conseil constitutionnel, 27 juillet 1982, communication audiovisuelle.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la préservation du principe du pluralisme des courants d'expression socioculturelle, cela signifie que dans le cas de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire du service public audiovisuel, mais aussi des entreprises privées, eh bien, dans le cadre de la télévision et de la radio, on doit absolument avoir comme objectif constitutionnel de préserver le pluralisme des courants, c'est-à-dire qu'on doit faire attention. Constitutionnellement, la loi doit organiser, cet objectif donne à la loi l'obligation d'organiser le fait qu'on puisse entendre les avis de tout le monde à la radio et à la télévision. Cet objectif de la constitutionnelle de préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturelle veut empêcher l'idée qu'un industriel rachète l'ensemble des télévisions et puis ne fasse défendre qu'un parti politique ou qu'un type de vision dans tel ou tel débat. Voilà, par exemple, que toutes les chaînes de télévision aient une position unique sur les migrants. Pour ou contre? Eh bien, c'est interdit. Au fond, on doit pouvoir exprimer dans les médias tous les types d'opinions. Encore une fois, vous voyez que la France compte sur l'intelligence des gens et le débat démocratique pour réussir à avancer tous ensemble. Dernier objectif de la constitutionnelle que je vais vous citer, c'est la maîtrise des dépenses de santé. Vous savez que la sécurité sociale a eu un très gros trou, qu'il a été comblé grâce à des lois de financement de la sécurité sociale. Eh bien, l'objectif de valeur constitutionnelle de maîtrise des dépenses de santé a été créé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 décembre 2007, financement de la sécurité sociale pour 2008. Nous avons pour l'instant les principes fondamentaux reconnus pour la République. C'est notre petit 1. Les objectifs de leur constitutionnelle, c'est notre petit 2. Eh bien, il y a une troisième catégorie de principes jurisprudentiels. C'est logiquement notre petit 3, les principes généraux du droit, ou PGD. Les principes généraux du droit, ou PGD. Ces PGD ont en réalité une double nature. Et il faut bien l'avoir en tête. Certains PGD, et on les verra plus tard dans le cours, ont une valeur spéciale lorsqu'ils sont reconnus par la jurisprudence administrative. Je vous fais un peu de teasing, je ne vous dis pas quelle est cette valeur, mais il y a une valeur des PGD pour ceux reconnus par le juge administratif. Mais là, nous allons parler de ceux qui ont une valeur constitutionnelle. C'est certains PGD qui, la plupart du temps, ont été reconnus d'abord par le Conseil d'État, cela. Le Conseil d'État a reconnu des PGD et le Conseil constitutionnel les utilise en les utilisant et en les faisant primer dans son contrôle sur des lois, puisqu'il utilise comme norme de référence ce PGD qui, le Conseil constitutionnel, contre quoi? Contre une loi, pour décider de la constitutionnalisation d'une loi. S'il oppose un principe à une loi, c'est bien que ce principe est supérieur. Et donc, en utilisant un PGD, le Conseil constitutionnel en fait un principe de valeur constitutionnelle. Alors, quels sont ces principes généraux du droit utilisés par le Conseil constitutionnel qui en font des PGD de valeur constitutionnelle? Je vais vous en citer que 4 pour simplifier. D'abord, un principe que nous avons déjà vu lui aussi. Et je vous avais dit à l'époque qu'il s'agissait d'un PGD de valeur constitutionnelle. C'est le principe de continuité des services publics. Le principe de continuité des services publics a été reconnu dans une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979, Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, numéro 79-105 DC, droit de grève à la radio et à la télévision. Souvenez-vous, je vous ai parlé de cette décision lorsque nous avons opposé au principe de continuité des services publics le droit de grève dans les principes des services publics. Droit de grève à la radio et à la télévision, décision du 25 juillet 1919, numéro 119-105 DC du Conseil constitutionnel sur la continuité des services publics. Deuxième PGD, les PGD des droits de la défense. Juridictionnellement, le fait qu'on ait toujours le droit de se défendre, c'est un PGD en droit français. De la même manière, il y a un PGD lui aussi en contentieux, le PGD du droit au recours contre les actes administratifs, même lorsqu'aucun texte ne le prévoit.
lorsqu'il y a un acte administratif, on peut toujours aller devant le juge administratif, même lorsqu'aucun texte ne le prévoit. Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986. Enfin, ces deux-là ont les deux. Celui-là du 18 septembre 86 a une valeur, je mettrai une étoile, et celui droit de grève à la radio et à la télévision, comme il sert dans deux parties du cours, je vais lui mettre 3 étoiles. Ensuite, quatrième et dernier principe, le principe général du droit de sécurité juridique, qui est dans un grand arrêt du droit administratif, Conseil d'État, Assemblée, 24 mars 2006, société KPMG. Non pas écrit en lettres, mais avec un acronyme K, dans votre sens, PMG. D'accord ? Société KPMG du 24 mars 2006, un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, le principe général du droit de sécurité juridique. Nous allons passer à un paragraphe 2 sur le contrôle du respect des normes constitutionnelles, mais nous le ferons à notre prochain cours. Bonne journée à tous.